Voilà, merci chers téléspectateurs, vous avez entendu. L'enfant a des droits. L'enfant a des droits. Beaucoup de droits et nous parents, structures, organisations, nous avons beaucoup d'obligations vis-à-vis des enfants. Mais l'essentiel, c'est d'écouter l'enfant, de le faire participer à la prise de décision, à la gestion de projets, mais également à l'expression de ses besoins. À ce moment-là, cette collaboration parents-enfants pourra tomber sur des actions, des bonnes actions et produire de bons effets. Et c'est de cette manière seulement que nous pourrons aujourd'hui dire la journée de l'enfant africain est bénéfique dans la mesure où elle permet non seulement d'inventorier les besoins de l'enfant, mais également de l'aborder de manière efficiente pour le faire participer à la gestion de ses intérêts, mais également à la prise de bonnes décisions qui englobe non seulement les avis des parents, mais aussi la décision des enfants eux-mêmes. Deuxième volet de notre émission. D'enfants, nous déshonore, aux mères de mutilation, nous déshonore, aux violences sexuelles, nous déshonore, aux attaques dirigées contre les écoles et hôpitaux. Assez de faire des enfants sexuels, être des victimes ou être des militaires, que ça se reproduise plus dans la guerre, que ça se reproduise plus dans la guerre. L'enfant est un humain, il a les droits humains, il vit parmi les humains, il a les droits humains. Assez de faire des enfants, des esclaves sexuels, être des victimes ou être des militaires, que ça se reproduise plus dans la guerre, que ça se reproduise plus dans la guerre. Les enfants d'abord, 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 les enfants d'abord. Ces enfants sont enlevés, recrutés, utilisés, mutilés, tués, violés par des forces armées, lors des conflits armés. Les enfants d'abord, 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 les enfants d'abord. Les enfants d'abord, ne nous jetez pas dehors, ne maltraitez pas nos êtres, nous ferons du bien peut-être. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous n'avons peut-être pas pu prévenir ces violations graves des droits de l'enfant. Les enfants d'abord, les enfants d'abord, les enfants d'abord, les enfants d'abord, les enfants d'abord. Messieurs les autorités, nous vous prions d'arrêter les faiseurs de ces violences et qu'ils soient punis sans tolérance. Enfants, pas soldats, pas soldats, enfants, pas soldats, pas soldats. Aux organisations internationales, nous demandons de s'impliquer effectivement pour que cesse totalement la guerre en RDC. Car après le rétablissement de la paix, il n'y aura plus de violence des enfants en RDC. Monsieur le ministre, nous vous prions de renforcer les mesures pour mettre fin à ces violations graves des droits de l'enfant. Enfants, pas soldats, pas soldats, enfants, pas soldats, pas soldats. Deuxième volet de notre émission, c'est pratiquement la justice adaptée aux enfants africains en général et aux enfants accompagnés
de forces et groupes armés en particulier. Madame Esther Afga. C'est un terme générique, c'est un contenu compliqué, un enfant accompagné de forces et groupes armés. Qu'est-ce qu'on entend par là et qu'est-ce qu'il faut retenir d'essentiel par les Afghans? Ok, merci pour la parole. Quand on parle de Afghans, en toutes lettres, on veut dire enfants associés aux forces et groupes armés. C'est toute personne, fille ou garçon, âgé de moins de 18 ans, ayant participé au conflit armé. Non seulement avec une arme, mais ayant plusieurs autres fonctions. Il peut être cuisinier, il peut être l'informateur, il peut être l'esclave sexuel qu'on a pris, ou ça peut même être le porteur d'armes. Madame, s'il vous plaît, oui. Cette participation est volontaire ou non volontaire? Les deux. Il y a des enfants qui ont eux-mêmes rejoint les forces et groupes armés, mais il y a des enfants qui ont été recrutés de force. Ah. Il y a 2 cas où les enfants sortaient de l'école, dans un internat, les groupes armés sont arrivés, ils ont pris tous les enfants et des forces, ils les ont intégrés dans les groupes armés. Mais par contre, il y a des communautés où, à cause du fait que l'enfant ne sait pas étudier, il chôme, il poireaute toute la journée, il trouve que les groupes armés sont en activité dans leur communauté, on leur promet monde des merveilles, ils le rejoignent pour dire, au lieu de rester sans rien faire, je préfère intégrer un groupe armé. Donc, toute personne âgée de moins de 18 ans, fille ou garçon, qui réintègre ces activités, on l'appelle EAFGA. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que depuis 2000 déjà, la 066 interdisait. On avait demandé que tous les enfants de moins de 18 ans sortent des forces et groupes armés. Alors, à l'époque, on a créé un programme pilote qui devait s'occuper spécialement de ces enfants. C'est le programme Bunader qui a été mis sur pied pour essayer de récupérer les enfants. Comme je l'ai dit, ça n'a été qu'un programme pilote. Mais dans la suite, il y a eu le programme national qui a été mis sur pied, qui est coordonné par le comité interministériel avec plusieurs ministères qui sont impliqués, mais avec la présidence, sous la présidence du ministère de la Défense. Donc il y a ce programme qui existe et qui est mis sur pied depuis 2004, le programme national de désarmement, démobilisation et réintégration, avec une composante spécifique pour les enfants, qui sont traités en prenant en compte leur spécificité. Donc ils ne sont pas traités comme les adultes, ils sont traités comme les enfants, parce que pour eux, ils sortent de manière immédiate et sans condition. Je voudrais poser une question assez particulière. Un enfant est allé à l'école et à l'issue de, pendant l'année scolaire ou pendant la journée, il est pris de force, il est amené en brousse et puis il se retrouve enfant soldat. Ouais. La MONUSCO, elle lit comment cet acte-là et comment elle peut agir pour éviter que ce genre d'actes se produisent de nouveau dans la vie moderne d'aujourd'hui. Oui, merci mon général. J'aimerais avant toute chose préciser que l'enrôlement ou l'utilisation d'enfants, que ce soit volontaire ou forcé, c'est interdit, encore que le consentement d'un enfant est inopérant. L'enfant, c'est un être qui n'a pas de maturité physique et émotionnelle. Le problème se situe au niveau de l'adulte qui prend cet enfant qui est venu volontairement ou qui l'a pris de force. Alors, peut-être que nous allons parler de la loi portant protection de l'enfant qui est en vigueur dans notre pays. Une loi vraiment progressiste qui, pour la première fois, a prévu des sanctions à l'encontre des personnes qui recrutent et utilisent les enfants. Cette loi dit que le recrutement et l'utilisation d'enfants par les forces et groupes armés sont interdits. Et l'État a l'obligation de sortir l'enfant à enrôler ou utiliser et d'assurer sa réinsertion dans la communauté ou dans sa famille. Ça, c'est une obligation. Et plus loin, cette même loi punit d'un maximum
de 20 ans de servitude pénale toute personne qui utilise ou recrute un enfant. Et Mme Esther a expliqué, le recrutement et l'utilisation, il y a une nuance à faire. Il y a des enfants qui sont vraiment des combattants parce qu'ils vont manier les armes, ils vont aller au front, mais il y en a qui sont là pour jouer certains rôles dans un groupe armé, dans une police, dans une armée. Il est cuisinier ou domestique, il est transporteur des faits militaires aux policiers, il est informateur ou espion, il est surtout les filles qui sont prises comme épouses entre guillemets des combattants, on les appelle esclaves sexuels. Tous ces actes-là sont interdits. Et au niveau de la MONUSCO, nous intervenons spécialement pour la protection de l'enfant dans le contexte du conflit armé. Et ensemble avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous travaillons pour que les enfants ne soient pas recrutés. Lorsqu'ils sont recrutés, on les libère. Et les personnes qui les ont recrutés doivent répondre de leurs actes devant les instances compétentes. C'est tout le travail que nous faisons à travers le plan d'action pour prévenir et lutter contre le recrutement et l'utilisation d'enfants, ainsi que les autres graves violations des droits de l'enfant commises par les forces armées, les services de sécurité et même les groupes armés. C'est dans ce cadre-là, parce que nous allons parler de ce plan d'action qui a des 4 piliers. Il y a la séparation, il y a la réponse, il y a la prévention, il y a la lutte contre l'impunité. Il faut que les personnes qui recrutent et utilisent les enfants répondent de leurs actes devant les instances compétentes et avec tous les autres efforts qui sont déployés pour mettre fin à ces phénomènes, on pourra vraiment réduire sensiblement les cas d'utilisation d'enfants, d'enrôlement d'enfants par les forces des groupes armés dans notre pays, étant ainsi précisé que les groupes armés jusqu'à là ne recrutent plus, et même les forces de sécurité ne recrutent plus, mais les plus grands grand nombre de recrutements que nous avons d'utilisation d'enfants nous viennent actuellement des groupes armés qui sont opérationnels sur l'ensemble du territoire national. Voilà ce que je... Monsieur Gilbert, et Monsieur Emmanuel vient de parler de la loi portant protection de l'enfant. Notre pays, la République démocratique du Congo, s'est doté depuis d'une loi, justement, d'un plan d'action. D'une loi d'abord portant protection de l'enfant. Est-ce que vous pouvez faire ressortir les avantages qu'offre cette loi? Et ensuite, on verra dans le plan d'action comment on procède et qu'est-ce qu'on en a tiré comme dividende jusqu'à ce jour. Merci beaucoup, mon général. Comme vous l'avez si bien dit, M. Emmanuel l'a aussi déjà merci. Nous avons une loi révolutionnaire qui a apporté beaucoup d'innovation parce que, en ayant ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, notre pays était en droit de harmoniser tout l'arsenal juridique interne. Donc le pays est passé par la révisitation, la relecture de différentes lois. Nous allons citer notamment le code de travail qui a été revisité. Nous avons le code de justice militaire qui a connu des changements. Le code de la famille a été actualisé. Il y a surtout la grande révolution est que tous les textes qui étaient obsolètes par rapport aux normes standards internationaux de protection de l'enfant ont été récupérés et placés dans la loi portant protection de l'enfant. Je vous dirais que la loi a différentes innovations que nous pouvons résumer. D'abord, elle récupère tous les principes fondamentaux sur les droits humains et qui sont surtout bons pour la protection de l'enfant. Il y a le principe d'égalité, de droit à la santé, à avoir une famille, à la vie, à l'éducation, avoir droit à l'expression, à la participation, à l'association. Donc tous ces droits sont ramenés dans la loi portant protection de l'enfant. Et surtout dans cette première partie, la loi ajoute une grande innovation, de dire que même l'enfant surdoué nécessite qu'on lui accorde une attention particulière. Parce que très souvent dans notre pays,
les enfants qui sont surdoués, même à l'école, on en a déjà vu, un enfant qui répond toujours aux questions du maître, qui est toujours le premier. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça, de l'école primaire jusqu'aux humanités, il était toujours le premier. Alors, on le traitait de sorcier. Donc, il faudrait que l'État prenne des dispositions pour que ce genre d'enfants, on le voit ailleurs, puisse être placé dans des structures spécialisées pour récupérer ces génies qui sont en là. Si nous pouvons y aller peut-être méthodiquement, dans la première partie, on fait toutes les définitions et les principes fondamentaux. On définit l'enfant qui est un être âgé de moins de 18 ans. On donne toutes les catégories d'enfants abandonnés, rejetés, enfants nécessitant des mesures spéciales de protection, enfants en conflit avec la loi. C'est aussi là une innovation parce qu'avant que la loi ne soit là, l'enfant qui commettait des faits bénins, des manquements, parce qu'aujourd'hui on appelle des manquements, avant ce n'était pas des manquements, on le considérait comme un enfant qui a commis des infractions. Et même avant... Et le phénomène enfant sorcier. Oui, il y a des enfants qui se promenaient dans la rue. Là, il y avait le décret de 1959 qui avait instauré la délinquance juvénile. Aujourd'hui, ce n'est pas les enfants délinquants, mais on parle des enfants en conflit avec la loi. Et il y a eu dans la protection ordinaire, nous pouvons parler de ce qui se passe dans le milieu naturel de l'enfant, c'est-à-dire dans la protection ordinaire, dans la famille ou dans la communauté. On a vu quelle innovation, l'enfant doit avoir une famille. Même s'il est orphelin, on doit tout faire pour que l'enfant puisse avoir des parents d'adoption. Donc le principe de l'adoption a été inséré dans la loi portant protection. Dans cette loi, j'y vais comme ça, nous allons voir que c'est surtout dans la famille que les enfants nous l'ont dit tout à l'heure, nos filles étaient mariées avant même d'avoir 14 ans. La loi interdit tout mariage d'enfants. Et même, va plus loin, même les fiançailles des enfants sont interdites. Donc ça, ce sont des innovations. Plus loin, dans la protection spéciale, c'est surtout pour les enfants qui connaissent des situations, des enfants de situations difficiles. Donc ce sont des enfants qui sont privés de la jouissance de certains de leurs droits. Par exemple, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas être soignés. Tous ces enfants sont des enfants en situation difficile. Et on prévoit des mécanismes pour leur encadrement, pour leur réinsertion. Et je crois même il y a un article 69 où il est prévu que les parents qui ne peuvent pas venir subvenir aux besoins de leurs enfants, il est prévu que l'État vienne en aide à ces familles-là. Mais il était même prévu qu'il y ait un arrêté signé entre le ministère des Affaires sociales et un arrêté interministériel. On devait réaliser qu'on n'a pas pu signer cet arrêté parce que les conditions de vulnérabilité qui se généralisent au Congo, si on signait cet arrêté, qui devrait aider ou qui ne devrait pas aider. Et dans la protection judiciaire, la loi a prévu que dorénavant, au lieu que les enfants soient amenés devant n'importe quelle juridiction, l'enfant doit aller devant un tribunal d'enfants, le juge d'enfants. Donc c'est là qu'il doit être jugé autrement par un parent. Ce n'est pas un juge réellement parce qu'il ne s'habille pas en toge. Il cause avec l'enfant, il échange avec lui, il lui donne des conseils pour sa réinsertion. Et à ce niveau-là, la loi opère des catégories d'enfants. Bien sûr, nous avons défini l'enfant comme peut-être âgé de moins de 18 ans. Mais dans ces enfants de moins de 18 ans, ce n'est pas tous les enfants qui peuvent être amenés chez le juge. Donc, à partir de moins de 14 ans, un enfant est totalement irresponsable de ses actes. Il a commis des manquements. Il faut que les mécanismes prévus puissent s'occuper de lui. Donc, le juge le reçoit, mais il ne le juge pas. Il voit d'abord son âge,
et il doit en principe le remettre entre les mains des assistants sociaux. C'est un corps aussi qui est créé pour pouvoir ne pas judiciariser tous les problèmes de l'enfant. Donc il faut arriver à conseiller l'enfant pour qu'il puisse être récupéré dans la société. À côté de cela, chaque tribunal pour enfants devrait être accompagné par le comité de médiation. Le comité de médiation, c'est un mécanisme extrajudiciaire qui veille à ce qu'on puisse remettre la paix entre l'enfant qui a commis un manquement et son milieu familial avec les victimes. Donc, je crois qu'il y a la protection spéciale, extraordinaire. Maman Esther en a parlé. Déjà, il s'agit des enfants qui sont victimes de l'enrôlement ou l'utilisation de forces de l'État. Je crois peut-être qu'il y a quelque chose que... M. Gilbert a tout dit. La loi portant protection de l'enfant a apporté beaucoup d'innovations et là même dans la structure de cette loi qui a une protection sociale, une protection spéciale, une protection exceptionnelle. Et en ce qui concerne les enfants affectés par les conflits armés, ils sont pris en charge par la protection exceptionnelle. Il y a aussi des enfants qui sont affectés à des situations de catastrophes naturelles, qui sont pris en charge par la protection exceptionnelle. Et il y a aussi d'autres innovations. La loi portant protection de l'enfant fait obligation à tout et chacun qui a connaissance de la maltraitance dont l'enfant est victime de les dénoncer. Le fait de ne pas les dénoncer constitue une infraction. La loi portant protection de l'enfant prévoit une infraction à charge de tout personnel soignant qui refuse de recevoir une femme en instance d'accouchement parce qu'elle n'a pas d'argent. La loi portant protection de l'enfant punit tout parent qui refuse d'envoyer son enfant à l'école sans juste motif. Donc il y a beaucoup d'innovations que la loi portant protection de l'enfant a amenées et malheureusement, on doit, je ne dirais pas malheureusement, mais il faut mettre cette loi en œuvre. Il y a des mesures d'application comme l'arrêté interministériel genre, famille, enfants et affaires sociales qui doit déterminer les conditions d'allocation d'une indemnité en faveur des familles qui ne sont pas en mesure de faire face aux besoins de leurs enfants. Cet arrêté, jusqu'à ce jour, traîne à venir. La loi portant protection de l'enfant a prévu des établissements des gardes, d'éducation et de rééducation pour les enfants qui ont commis des manquements. Mais malheureusement, ces établissements sont presque inexistants. Donc il faut les créer, il faut le mettre en place pour que les enfants qui commettent ces manquements soient correctement pris en charge. On a parlé des comités de médiation, par exemple, lorsque les manquements commis par l'enfant ne sont pas graves. On peut référer l'enfant et ses parents à un comité de médiation qui va tenter de trouver une solution avec la victime. Les parents de l'enfant vont dédommager la victime, ainsi de suite. Mais on doit installer ce comité partout. Il y a des endroits, des territoires qui n'ont pas de tribunal pour enfants, qui n'ont pas de comité de médiation. Donc, ce qui reste, c'est maintenant la mise en application de la loi portant protection de l'enfant pour vraiment protéger sérieusement, efficacement l'enfant tel que le veut cette loi. Voilà, au niveau de l'UNICEF, vous savez, vous êtes un partenaire précieux, c'est vrai. Vous vous occupez de l'enfant. Mais vous savez aussi qu'au sein des forces armées, à un moment donné, il a été question, il a été suffisamment documenté que l'armée utilisait des enfants. Aujourd'hui, pas un seul enfant ne se trouve au sein des forces armées. Comment l'UNICEF a-t-il réagi? Je pense que c'est une bonne nouvelle qui a été, je pense, saluée par l'ensemble des acteurs. Elle est bonne ou elle est excellente? Excellente. Excellente. Qui a été saluée par l'ensemble des acteurs de protection de l'enfant en RDC et de par le monde. Mais je pense que c'est le fruit d'un travail conjoint.